Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs, notamment à Han Cheng pour l'invitation. Je vous propose donc maintenant de nous pencher sur un excellent marqueur des liens plus ou moins étroits qu'entretiennent racisme et nationalisme en Chine, à savoir la notion de Han-Tien, que vous voyez écrite en haut en caractères simplifiés et non simplifiés. Notion qui est généralement traduite par traître au Han, donc je ne reviens pas sur cette catégorie de Han qui est évidemment elle-même problématique, ou de traître à la nation. Et dans le dictionnaire, aujourd'hui, on trouve une définition, les Han-Tien sont ceux qui, au sein de la nation chinoise, s'allient aux envahisseurs étrangers. Je passe vite sur l'accroche que j'avais prévue, mais qui était liée à une série d'agressions au couteau ces derniers mois en Chine, qui ont été interprétés en Chine même notamment comme reflétant, en tous les cas par certaines personnes, pas forcément par les médias officiels, comme reflétant un climat de xénophobie, au point même que des grands géants du web ont promis de lutter contre l'incitation à l'antagonisme sino-japonais et les manifestations de l'ultranationalisme, parce que ces agressions ont notamment visé des enfants japonais, et pour la dernière d'entre elles, le 18 septembre, le jour de l'humiliation nationale. Ce qui m'intéresse ici, dans ces drames, malheureusement, c'est que la vindicte populaire, en tous les cas telle qu'elle a pu s'exprimer en ligne, a, plus encore que les Japonais ou les étrangers, a visé une Chinoise, à savoir la pauvre Hu Yaoping, qui s'est sacrifiée pour protéger des enfants japonais et donc qui est morte, dont la bravoure a d'ailleurs été récompensée par la ville de Suzhou, mais qui a fait l'objet de discours de haine en ligne. Discours de haine, je tiens à préciser tout de suite, parce que là, on m'a demandé de parler de la Chine, mais qui ne sont pas du tout un monopole chinois. Donc, elle a été traitée de Han-Tien pour avoir protégé des Japonais. Or, être traité de Han-Tien en Chine, c'est à peu près la pire chose qui puisse vous arriver. Je cite ici une explication récente. Une personne préférera être traitée d'assassin, de dictateur sanguinaire, voire même de voyou ou de voleur, plutôt que d'être accusé d'être un traître au Han. Dès lors que l'on se voit affubler cette étiquette, on devient l'ennemi du peuple, destiné à être couvert de crachats. Et cette image, cette idée d'être couvert de crachats n'est pas seulement une métaphore, puisqu'on trouve en Chine des statues agenouillées des plus célèbres Han-Tien de l'histoire, qui sont généralement recouverts de crachats. Mais je ne vais pas parler aujourd'hui, notamment du ministre Song Qinghui, donc un des plus célèbres Han-Tien. Je vais m'intéresser au phénomène des traîtres au Han dans leurs formes les plus contemporaines. Alors, je reviendrai quand même rapidement sur l'évolution du sens donné au terme Han-Tien, en montrant qu'il acquiert au début du XXe siècle une acception raciale qui tend par la suite à être évacuée, mais on verra que cette déracialisation est toute relative. Je tenterai ensuite d'isoler quelques moments dans le retour en grâce, en quelque sorte, de cette étiquette depuis la fin des années 2000. Et puis, je m'intéresserai dans un troisième temps à un phénomène qui a jusqu'ici été peu étudié, à savoir l'emploi systématique de cette étiquette pour attaquer des experts ou des intellectuels publics. On peut distinguer, alors de manière très, très grossière, trois grandes définitions du terme Han-Tien. Le terme Han-Tien commence à être utilisé par les autorités mandchoues, donc Qing, à la fin du XVIIe siècle, pour désigner les sujets appartenant au groupe Han dans un empire multiethnique qui s'allient contre leur souverain mandchou, avec notamment des populations Miao, dans le sud de la Chine, et plus tard avec des Occidentaux. Au début du XXe siècle, ce qu'on a vu ce matin avec Frank Dikötter, dans les années 1900, la définition est inversée. Ce sont désormais des Han qui s'allient avec les Mandchous contre leur race, contre leur groupe. Après la fondation de la République en 1912, une troisième définition émerge qui élargit la communauté trahie, non plus la seule race ou ethnie Han, mais la nation chinoise, Zhonghua Minzu, qui est composée, à l'époque en tous les cas, de 5 ethnies, donc les Han, les Mandchous, les Mongols, les Tibétains et les Hui,
dans un moment où, on l'a vu aussi ce matin, la République a besoin de justifier le maintien des marches de l'Empire Qing à l'intérieur des frontières de la République. Cette évolution explique qu'en 1935, certains tentent de traduire cette extension de la communauté nationale en tentant de remplacer le composé Han-Tien par celui de Hua-Tien, donc ce terme de Hua qu'on retrouve dans la République de Chine ou dans l'ethnie chinoise. Mais ça n'a pas du tout pris, et c'est bien le terme Han-Tien qui s'est maintenu, et qui s'est maintenu notamment pendant la guerre sino-japonaise entre 1937 et 1945, lorsque ce terme est énormément employé par la propagande du gouvernement chinois pour détourner la population occupée par le Japon de la collaboration. Le terme fait même son entrée dans la loi, le 23 août 1937, avec donc une loi pour punir les Han-Tien, et par la suite dans d'autres textes de loi qui vont être utilisés au sortir de la guerre pour juger des milliers de collaborateurs chinois. Et pas seulement des Chinois de nationalité chinoise ou d'ethnie, disons, qui relèvent de la Chine, mais également quelques Occidentaux, ce qui montre bien que le terme, que la déracialisation du terme connaît une accélération. Et ce d'autant plus que les Taïwanais, qui sont considérés d'ethnie Han, mais qui étaient de nationalité japonaise pendant la guerre, eux obtiennent de ne pas être jugés comme Han-Tien. Ce terme de Han-Tien est par la suite employé par les communistes pour exproprier les paysans riches, et par la suite, en 1951, l'ordonnance sur le châtiment des contre-révolutionnaires s'inspire, semble-t-il, très, très fortement de l'ordonnance sur les Han-Tien. Et donc on pourrait penser que la notion de Han-Tien s'est vidée au cours du XXe siècle de son substrat racial pour ne plus signifier traître à la race, mais plutôt traître au pays. À mon sens, il s'agit d'une déracialisation un peu en trompe-l'œil. Tout d'abord pour une question de forme, on conserve le caractère Han dans le composé Han-Tien. Sur le fond ensuite, parce que ce substrat racial reste plus ou moins latent. On le retrouve notamment à partir des années 1980, quand une vision plus unitaire de la nation chinoise se fait jour en République populaire de Chine, qui rejoint d'ailleurs un petit peu la définition qui était donnée par les nationalistes comme Chiang Kai-shek et qui était à l'époque accusé de chauvinisme grand Han. Vision qui, d'ailleurs, ces dernières années, s'est un peu accélérée avec une politique assimilationniste qualifiée pour certains de fusion ethnique et résumée par la formule de Xi Jinping, forger une conscience commune de la nation chinoise. Plus profondément encore, on peut penser que l'étiquette de Han-Tien et son usage suggère un lien entre les théories de la race et la conception par les partis-États léninistes chinois, le Parti nationaliste et aujourd'hui le Parti communiste chinois, dans la loyauté qui leur est due, avec une confusion sciemment établie entre le parti, l'État et la nation, plus ou moins décrite en des termes raciaux, avec l'idée que critiquer le parti, c'est se montrer déloyal envers la Chine et donc trahir la nation. Et de même que la notion de race voit dans chaque goutte de sang étranger une altération de la pureté originelle, la loyauté au parti ne se trouve aucune impureté, pour citer encore une fois le président Xi Jinping. Du reste, ce substrat racial fait parfois surface. On le voit par exemple dans un article sur les Han-Tien paru au moment de la crise du Covid, qui attaque les intellectuels, ou en tous les cas les personnes sur Internet qui critiquent la politique du gouvernement zéro Covid, en affirmant qu'ils ont complètement oublié qu'ils ont la peau jaune et les yeux noirs. Et par ailleurs, le composé Han-Tien, l'étiquette de Han-Tien, est très régulièrement associée à une autre expression, celle de Miezhong, donc extinction de la race, comme on peut le voir ici. Alors comment cette étiquette de Han-Tien a-t-elle été réintroduite dans le débat public en Chine? Ce que je ferai, c'est d'isoler trois moments, trois séquences. Tout d'abord, une première séquence en 2006-2007 qui voit des nostalgiques de Mao tenter de
de réintroduire le terme Han Tien dans la loi. Un deuxième moment en 2011-2012 qui est marqué par une hystérisation du débat public, notamment à propos de l'étiquette de Han Tien à la veille de l'accession de Xi Jinping au pouvoir. Et puis une troisième étape plus récente, dans lesquelles on voit des médias officiels, des revues universitaires mobiliser le terme de Han Tien pour théoriser l'idée d'un phénomène Han Tien contemporain qui menacerait la Chine. Donc première séquence, 2006-2007, qui voit se combiner trois ingrédients. Tout d'abord, une critique de la politique de réforme et d'ouverture, débutée 20 ans plus tôt sous Deng Xiaoping, qui est portée par ce qu'on appelle la nouvelle gauche. L'affirmation d'un nationalisme éruptif nourri par une décennie d'éducation patriotique, qui a été notamment utilisé pour, un peu comme antidote des velléités démocratiques de la jeunesse 10 ans plus tôt à Tiananmen. Et puis, plus récent encore, l'arrivée d'Internet qui crée de nouveaux espaces médiatiques et dont on prend la pleine mesure en 1999 avec la mobilisation, notamment sur les premiers réseaux Internet, après le bombardement de l'ambassade chinoise de Belgrade. Et donc ce cocktail explosif va produire une sorte de frange radicale au sein de la gauche chinoise qui va jusqu'à réhabiliter la figure du grand timonier Mao Tse-tung, qu'on qualifie parfois de néo-maoïste, voire de nouveaux gardes rouges, qui se rallient notamment sur les sites Internet chinois comme Utopia, qui existent toujours, et dont la critique des politiques économiques va rapidement laisser place à un nationalisme xénophobe assez décomplexé qui fait un grand usage de l'étiquette Han Tien. Et notamment à partir de 2006, donc qui marque le 30e anniversaire de la mort de Mao, où, disons, la cible de ces attaques se précise avec notamment toute une affaire autour d'un colloque organisé par des économistes favorables aux réformes, dont les minutes sont publiées en ligne, et qui sont accusés d'être de traîtres et de comploter pour faire avancer l'agenda des révolutions de couleur. On est en pleine époque des transformations en Ukraine, au Kyrgyzstan, etc. Également, un essai d'un historien, Yuan Weishe, qui critique l'éducation patriotique et qui va être à son tour traité de Han Tien. Donc ça met au centre l'étiquette de Han Tien, au point que l'année suivante, en 2007, un grognard du maoïsme du nom de Hu Tuanyu, membre de la conférence consultative du peuple chinois, propose d'introduire dans la loi un texte visant à punir les opinions des traîtres au Han, et notamment des historiens comme Yuan Weishe dont je viens de parler. Cette proposition fait un tollé chez les intellectuels libéraux, et notamment chez Liu Xiaobo, le futur prix Nobel de la paix, qui lui aussi ne va pas tarder à être traité de Han Tien, et projet de loi qui n'aboutit pas, même si régulièrement on retrouve un débat sur il faut introduire le terme Han Tien dans la loi. Deuxième séquence en 2011-2012, alors qui voit un enchaînement de polémiques, notamment une violente campagne lancée par les néo-maoïstes contre un économiste du nom de Mao Yushi, parce qu'il a écrit un article dans lequel il critiquait Mao, ce qui était une très mauvaise idée. Également une polémique autour du groupe de presse Namfang, qui est à l'époque considéré comme le plus libéral en Chine et qui est traité par un membre de la nouvelle gauche de médias Han Tien, ce qui donne d'eux d'ailleurs à des mobilisations réelles, pas seulement en ligne, avec des autodafés dans lesquels on brûle les numéros de ces revues. Et en décembre, la publication par le site Utopia d'un classement des 10 plus grands Han Tien actuels, à la tête desquels est placé Mao Yushi et suivi de près par Liu Xiaobo. Cette hystérisation du débat a pour contexte politique le populisme rousse du maire de Chongqing, Po Xilai, qui connaît une chute spectaculaire dans les mois qui suivent et qui écarte donc celui qui était le principal rival de Xi Jinping pour le poste de chef suprême. C'est dans ce contexte que le Premier ministre sortant de l'époque, Wen Jiabao, dénonce publiquement ce qu'il appelle le legs empoisonné de la révolution culturelle, qui passe notamment par cette folie des étiquettes qui consiste à attaquer tous ses adversaires à coups d'étiquettes.
Et la crainte de voir cette violence verbale se muer en violence physique semble confirmée par un incident qui se produit, encore une fois, un 18 septembre, jour de l'humiliation nationale, lorsque l'un des fondateurs du site Utopia, Han De-Tiang, qui est économiste, s'en prend à un octogénaire qu'il gifle en le traitant de Han Tien. Bon, l'autre le traite aussi de Han Tien, parce que le vieux monsieur s'en est pris à deux jeunes qui tenaient une pancarte sur laquelle était marqué Président Mao, revenez, vous nous manquez. Et c'est dans ce contexte que un vaste débat se produit sur l'étiquette Han Tien, qui ne disparaît pas pour autant, puisqu'on la retrouve dans des publications qui légitiment cette étiquette, et notamment un article très remarqué en 2015 qui parle d'un phénomène Han Tien, avec l'idée que le terreau qui produit des Han Tien particulièrement nombreux en Chine ne s'est pas tari, qui va être renforcé, je passe un peu vite pour pouvoir conclure, avec des articles au moment du Covid, avec l'idée qu'une menace, notamment sur le plan intellectuel, se profile pour la Chine. Et ça m'amène au troisième temps de mon intervention sur la concentration de ces attaques vis-à-vis des experts et de ceux qu'on appelle de manière péjorative les intellectuels publics, les Gongzhe, qui sont classés non plus comme des cas isolés, mais comme appartenant à ce qu'on appelle le parti de ceux qui ouvriront la voie aux envahisseurs, Tai Lutang. Notamment un article de Sun Kuo-wen, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il est responsable, c'est le rédacteur en chef de la revue du Comité central pour l'inspection disciplinaire du Parti communiste chinois, et qui parle à propos des intellectuels de quasi-Han Tien, avec l'idée que n'importe quel intellectuel public, même s'il n'a pas commis des actes de trahison, est un traître potentiel. Et il assume de jeter en pâture au public cette catégorie de la population. Je cite ce passage assez extraordinaire. Il dit « L'existence de ces gens-là est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Les intellectuels publics sont devenus une cible sur laquelle les gens ordinaires déchargent leur colère. Les critiques qu'elles lancent à leur encontre apprennent aux masses à distinguer par elles-mêmes le bien du mal et stimulent leur patriotisme. Le petit peuple se fiche de savoir s'il s'agit de véritables intellectuels publics ou de faux intellectuels publics. Il suffit d'avoir affaire à un intellectuel public pour que nous le dénoncions et l'attaquions sans hésiter. » Il faut se garder tout de même de penser que le sens que veut donner l'appareil de propagande du parti à ces catégories est forcément celui qui va être utilisé par la population, puisqu'on voit qu'en réalité, très souvent, ces attaques contre des experts cachent, de manière d'ailleurs pas très subtile, une critique toujours très profonde, depuis, je l'ai dit, au moins la fin des années 90, contre les politiques de réforme et d'ouverture, et donc concernant les inégalités sociales qu'elles ont produites. Et je citerai juste ce texte. Beaucoup d'intellectuels sont devenus des ennemis du peuple, les ennemis du pays. Dans les milieux économiques et financiers, certains, alors je passe sur le jeu de mots, je n'ai pas le temps, certains experts continuent à s'en mettre plein les poches alors même qu'ils se sont distingués comme des traîtres au Han. Les experts affirment que l'écart des richesses en Chine n'est pas assez grand, que ce n'est qu'en les creusant que la société progressera. Voilà, donc on voit que finalement quelque chose d'assez, qui nous rappelle un petit peu nos propres discours xénophobes qui très souvent traduisent un désarroi face aux excès de la mondialisation, en tous les cas de leurs conséquences sur les sociétés. Et donc pour conclure, je rappellerai donc que la haine de l'étranger et plus encore la haine du traître est un excellent combustible pour maintenir le feu nationalisme en Chine comme ailleurs, et que l'étiquette Han Tien permet, j'espère, de mettre en lumière trois aspects. Tout d'abord, le fait que l'affaiblissement des théories raciales dans le nationalisme chinois n'empêche pas que demeure un substrat racial dans la perception de la communauté nationale et même d'une certaine manière dans la conception de la communauté politique fondée sur la loyauté au parti. Deuxième point, que la mobilisation de l'étiquette de Han Tien, bien qu'elle soit d'abord liée à l'émergence d'une nouvelle gauche, est aujourd'hui sciemment employée par l'appareil de propagande du Parti communiste chinois pour détourner la colère populaire en la concentrant sur les intellectuels publics. Et troisième point, le fait que l'expression d'un nationalisme populaire contre les étrangers et les traîtres recouvre bien souvent une critique de la situation socio-économique en Chine,
ce qui doit conduire à ne surtout pas exagérer le caractère supposément anormal du nationalisme chinois contemporain, qui se rapproche, je le disais en cela, de ces formes occidentales que l'on connaît malheureusement très bien. Merci beaucoup.